Bonjour à tous et à toutes, surtout d'abord, quand même. Bonjour à toutes. Ah, de nouveaux arrivants. Bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie, prenez place. Nous sommes ravis de vous voir sur un sujet d'actualité, un sujet qui nous a, tous les trois acteurs du marché, beaucoup animés ces derniers mois, comme certains d'entre vous dans la salle. Et on a vécu un grand moment de saut dans l'inconnu et on avait très envie de partager cela avec vous. Donc on a la joie d'avoir Thierry Mirande avec nous, directeur d'assurance emprunteur chez BPCE, donc une partie très importante du marché et donc une vision extrêmement large de tout ce qui se passe dans l'assurance emprunteur en France. Fabrice Muller est également responsable prévoyance et emprunteur, santé. J'ai oublié la santé, j'allais oublier la santé. J'ai Sogecap, que je connais aussi de longue date, et qui est un des grands experts de l'assurance emprunteur. Et puis moi-même, Jean Orgolesi, fondateur de Digital Insure, société de courtage qui a essayé de développer de nouvelles méthodes en assurance emprunteur, en particulier en étant extrêmement poussé dans le domaine du digital. Donc j'espère que vous êtes tous prêts. On avait proposé à certains de faire une OLA pour s'assurer que l'attention était là au maximum. Merci Michel. Et donc, je vous propose de commencer cette intervention par une première étape où on a divisé notre présentation à peu près en trois. On atterrira tous les trois ensemble. D'abord sur le marché, la loi Lemoine, qu'est-ce qui s'est passé récemment, ses conséquences. Deuxième partie sur comment on maîtrise le risque. Et puis une troisième partie un peu opérationnelle, c'est comment on fait quand c'est aussi compliqué et qu'il faut arriver à gérer tout ça. On y va ? À toi, Fabrice. Déjà, je voulais vous dire merci à tous d'être là à 17h, quand même, c'est bien. Et quand je regardais le plan des ateliers ce matin, je me suis juste dit qu'on était un atelier non conforme, parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a aucun conseil qui est de ce côté-là. J'espère qu'on a dans la salle. J'avais demandé à David d'Actelior d'être là, mais il n'est même pas là. Bon, donc, il faut nous en excuser. Pour le déroulé des slides, c'est vous, c'est nous, c'est... Allez. Si on se place avant la loi Lemoine, moi je veux dire, la loi Lemoine, ce n'est pas une surprise en soi sur de nombreux aspects. Pourquoi ? Parce que si vous êtes acteur du marché emprunteur, ça fait quand même quelques temps qu'on se paye quelques lois. Ça a commencé en 2010-2011 avec la loi Lagarde. On a l'équivalence à Mont, Bourquin, tout ça. C'est une succession de réglementations sur l'assurance des emprunteurs qui, si on regarde les objectifs qui ont motivé toutes ces lois-là, nous apportaient la certitude qu'on en aurait une nouvelle. En tout cas, c'est mon avis. Et je peux déjà vous annoncer que ce n'est pas la dernière non plus. Oui. En fait, pourquoi ? Parce que toutes ces lois-là, depuis la loi Lagarde, pour moi, ont eu deux objectifs majeurs. Il y a baisser les prix. Il faut se rappeler de l'environnement de discussion de la loi Lagarde, où il y avait encore plus qu'aujourd'hui une attaque sur les marges supposées des contrats groupes des banques assureurs, etc. Donc il y a toujours eu un objectif des pouvoirs publics de baisser les prix, et l'autre, c'est d'augmenter la concurrence. Alors si on se met juste avant la loi Lemoine, est-ce que ces objectifs ont été atteints ? Alors, je pense qu'au niveau de baisser les prix, oui. Je ne sais pas si ça a été atteint dans les proportions qui étaient attendues, mais les prix ont globalement baissé. Ils ont notamment baissé de par les contrats groupes, quand les contrats groupes ont organisé leur défense et ont commencé à se démutualiser. Mais ils ont aussi baissé parce que le marché de l'alternatif se livre une guerre des prix aussi. Donc ça, c'est un objectif pour moi qui est atteint. Donc plutôt bien. Est-ce que la concurrence a augmenté ? Je pense que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, je crois qu'on les verra derrière, mais les banques assureurs détiennent toujours 80% du marché. Peut-être avec une petite différence entre les flux et le stock. Donc à mon avis, moi ça n'a pas réellement bougé, ça a un peu évolué. Ça a évolué, mais les acteurs se sont
adapté aux différentes lois. Et on se retrouve quasiment dans la situation initiale où l'ouverture à la concurrence telle qu'elle était voulue par les pouvoirs publics et les défenseurs ou ceux qui attaquaient les contrats groupes n'a pas été atteint. Donc c'est pour ça que je dis que on verra peut-être en conclusion si on pense que cette loi Lemoine va enfin permettre d'ouvrir la concurrence et est-ce qu'effectivement ça va être de nature à bouger les équilibres. C'est pour ça que je pense vous annoncer qu'on aura sûrement de nouvelles lois dans la foulée. Dans la loi Lemoine, il y avait des aspects qui étaient parfaitement attendus. La RIA, à partir du moment où ça a commencé sur le Yard, on savait très bien qu'elle allait arriver à un moment et qu'à partir du moment où on avait la déliaison, la capacité de résilier à date anniversaire, on allait forcément arriver sur de la RIA sur l'emprunteur. Ce n'est pas une surprise en soi. La RIA, c'est clair pour tout le monde. Ah, pardon. D'accord. La résiliation infra-annuelle. Le droit à l'oubli, on sait que c'est un mécanisme qui évolue régulièrement, qui n'est d'ailleurs pas si simple pour ceux qui gèrent ça vis-à-vis des réseaux. Ça fait chaque fois refaire l'ensemble des documents, etc. ou autre. C'est un peu lourd. On savait aussi qu'on allait vers effectivement plus de pathologies à couvrir. Je trouve juste un peu le trouver dans la loi Lemoine, qui est vraiment une loi à tiroir. C'est un peu bizarre, surtout que ça a été la première mesure à mettre en place, puisque je crois que c'était mars. La vraie nouveauté, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, et ça, c'est un séisme, et on sort effectivement des objectifs initiaux de baisse des prix, d'augmenter la concurrence. Peut-être dans un contexte consumériste, effectivement, c'est la sélection médicale, l'absence de formalité médicale. Ça a peut-être été guidé, je ne sais pas à quel point c'était déjà dans la tête des pouvoirs publics, des sénateurs et des députés avant la mesure du crédit mutuel. Mais ça, c'est vrai que c'est un vrai séisme et on en reparlera derrière pour notamment l'estimation des impacts. Donc, moi, ça, j'en ai un peu parlé. On est sur un gâteau qui est gros. Je ne dois pas me tromper si je dis que c'est le deuxième marché de l'assurance protection derrière la santé. Ça pèse lourd. Face en fait, aux différentes lois, il faut quand même avoir en tête que, à mon sens, quand je regarde la concurrence au niveau des banques assureurs que je suis, on n'a pas tous aujourd'hui le même dispositif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tous s'adapter de la même façon. Donc il faut avoir en tête qu'effectivement, le marché des banques assureurs ne fonctionne pas de façon unique aujourd'hui sur ce marché-là. Moi, j'y décèle 3 stratégies. Il y a une stratégie où c'est le contrat groupe, rien que le contrat groupe, quitte à effectivement avoir baissé fortement les tarifs et en plus éventuellement pratiquer des dérogations tarifaires en cas de besoin. Donc ça, c'est une stratégie où effectivement ces banques assureurs-là, qui sont notamment des mutualistes, n'ont pas mis en œuvre de stratégie défensive ou ne se sont pas lancés sur le marché de l'alternatif qui sont les 2 autres stratégies. Donc vous avez des stratégies où c'est le contrat groupe qu'on pousse sans trop avoir réduit les prix. Et si on est attaqué, on a le contrat alternatif maison qu'on vend en défensif. Ça, je peux vous en parler. C'est un peu la situation de la Société Générale. Et vous avez encore une autre stratégie où là, il y a une vraie concurrence et un vrai partage entre le contrat groupe et le contrat alternatif. Je crois que d'ailleurs, on a dit, mais Jean et moi, on est passé par là à un moment ou à un autre. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des stratégies différentes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, à titre personnel, que la stratégie et c'est vraiment un avis personnel, que la stratégie du tout contrat collectif, c'est-à-dire faire en sorte effectivement d'avoir un taux de pénétration proche de 100, j'estime qu'on a à peu près un taux de délégation qu'on n'arrive pas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive pas, à mon sens, à aller au-delà de 95% de taux de pénétration avec du groupe. Et je ne suis pas sûr que les acteurs qui jouent ce rôle-là rendent service finalement à ce qu'on voyait derrière sur l'objectif des pouvoirs publics sur l'ouverture à la concurrence. Moi, personnellement, je serais pour ouvrir un peu plus, pour qu'on arrête et qu'on cesse les discussions. Voire beaucoup plus, en fait. Ce qu'il faut, pas beaucoup plus. Voilà, donc peut-être juste avoir en tête qu'effectivement, au niveau des banques assureurs, les stratégies ne sont pas toutes les mêmes et que même finalement, on n'a pas tous les mêmes intérêts dans les discussions qu'on a entre banques assureurs. Jean, tu fais ça bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est de la loi Lemoine ? Alors, la loi Lemoine, je pense que c'est important de le ressouligner, mais ce n'est pas que des obligations pour les assureurs, c'est aussi des obligations pour les prêteurs. Alors, c'est comme les lois auparavant. Il y a toujours eu d'ailleurs plus d'informations,
nouveaux indicateurs. Là, on voit qu'on en a encore un nouveau avec la précision des cotisations à 8 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit notre désavantage, mais bon. Donc effectivement, deux étapes, mais ça, je pense que vous l'avez en tête. On commence par le droit à l'oubli. Dans le droit à l'oubli, vous avez effectivement la réduction à 5 ans suite à la fin des protocoles thérapeutiques pour les maladies cancéreuses. Ça a un impact. Michel Joie, est-ce que tu peux nous donner l'impact à peu près? Parce que moi, je ne le connais pas. Ça a un impact. On est sur des maladies cancéreuses entre 5 et 10 ans. C'est une problématique de rechute. Donc je pense que c'est effectivement difficile à estimer. Moi, je ne connais pas cet impact-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement une bonne mesure en faveur effectivement des assurés. La partie hépatite C, je pense qu'il faut pas trop en parler parce qu'en termes de volume, vous avez déjà peu de sinistralité en hépatite C, et en termes de traitement et de rechute, c'est pas du même ordre de grandeur que les pathologies cancéreuses. Mais c'est un premier impact. Et en fait, on va voir on va souvent parler ce point-là a un impact, ce point-là a un impact, etc. C'est à peu près tout le travail qu'on fait. Pour moi, une des problématiques qu'on a au niveau des actuaires, c'est de ne pas que présenter des impacts solo à nos différentes directions générales, mais c'est d'arriver effectivement à se poser la question dont tous ces impacts-là, ensemble, ça fait combien? Et ça, c'est un travail vraiment plus compliqué. Mais on a quand même tous ce réflexe, même quand moi j'en discute avec mes pairs, de se dire oui, le droit à l'oubli, c'est plus temps, la sélection médicale, c'est plus temps, etc. Mais la vision globale, je pense que ça reste encore une incertitude. Donc on y est, hein, on y est et on suit d'ailleurs depuis juin. Donc vous avez effectivement, là c'est un 10 jours, il y a des obligations qui pèsent sur les prêteurs qui sont extrêmement compliquées. On est d'ailleurs en discussion avec la CPR sur ces sujets-là, certains, parce que le respect du 10 jours pour faire l'avenant, je ne sais pas comment vous êtes chez vous, mais chez nous c'est un peu compliqué. Moi, je confirme que les 10 jours sont à 100% des dossiers quasi impossibles à tenir. Voilà. Et la seconde étape, effectivement, ce sera sur le stock. Donc c'est la même chose. Donc on a adressé deux choses finalement. On a adressé la mise en conformité des offres dès maintenant, et on aura sûrement adressé dans un second temps, même si on le regarde maintenant, un éventuel sujet je parle là en tant que banque assureur, de la façon dont on va organiser éventuellement notre défense sur le stock qui pourrait être attaqué par la RIA, qui est vraiment un outil à disposition du marché alternatif. La formation annuelle, d'ailleurs, va peut-être avoir aussi un impact, parce qu'à partir de juin de l'année prochaine, une information annuelle va apparaître rappelant à l'assuré son droit à résilier son contrat. C'est vrai. Merci. Ça sera visible. Il y a, avant de parler des impacts actuariels, il y a une pluralité de questions. On en a évoqué encore d'autres qui ne sont pas inscrites là tout à l'heure ensemble. Il y a eu énormément de discussions parce que la loi, comme souvent d'ailleurs, même si je ne remets pas du tout en cause son objectif, qui est complètement louable, elle est mal rédigée, comme souvent. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Il y a la question du cumul, que vous avez peut-être tous en tête. Hein, c'est un cumul tout assureur, tout prêt. Bon, celui qui sait faire ça, il me le dit, je ne sais pas. Et puis surtout, comment est-ce qu'on va faire ça dans la vie du prêt? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, si en sinistre, on se rend compte qu'effectivement, un assuré ne nous a pas déclaré tous ses prêts, dont il fallait d'ailleurs qu'il comprenne que c'était tel type de prêt, etc. ou autre, est-ce qu'on va refuser son sinistre à ce moment-là? La réponse est non. Et d'ailleurs, ce qu'on voit se dessiner, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça va être l'application de cette contrainte-là en interne, c'est-à-dire un cumul plutôt interne, avec une éventuelle réflexion sur quelque chose de déclaratif pour quand même essayer de gérer une éventuelle antisélection, hein, parce que si vous n'avez pas cette notion de cumul, ça peut monter assez vite. Quelque chose peut-être de déclaratif, mais dont on ne sait pas encore très bien comment on s'en servirait et quelles sanctions on y mettrait en face. On peut penser que la personne qui ne nous aura pas déclaré un cumul de 3 à 5 millions d'euros, celle-là, on ira peut-être au bout, et on ira peut-être contester, mais ce n'est pas sûr que pour le tout venant et la majorité du portefeuille, ce soit véritablement une section qu'on mette en face de ce sujet-là. Nous, une remarque, c'est la première question qui arrive à l'heure actuelle sur la Wall of One dans nos équipes, c'est quels sont les prêts à prendre en compte dans ce cumul de crédit de la Wall of One. C'est la première question. Alors, juste du côté des banquiers, on a un avantage, c'est que quand on fait un dossier de crédit, on demande tous les crédits déjà en cours. Et donc, on a quand même une information, à minima, de tout ce qui peut exister, sans nécessairement avoir l'information de tous les crédits assurés avec la quotité.
Mais on a déjà on a un avantage, on va dire, sur la connaissance de l'endettement de la personne à assurer. Alors, on l'a, mais la problématique, c'est pour pouvoir l'opposer, c'est de la mettre dans un document assurance. Et nous, par exemple, on a un réseau qui ne veut pas faire ce travail-là. Donc, il y a effectivement des capacités d'eux, et c'est là où ça peut dépendre des acteurs, ça dépendra de ce que j'appelle l'usine de prêt et de sa complexité. Donc, effectivement, il y a des possibilités d'eux, mais de là, effectivement, à pouvoir les utiliser, ça va dépendre. On va trouver des situations différentes dans le marché. La nature des prêts immobiliers, vous savez que ça, c'est un vrai souci. Hein. La loi était très bien rédigée au début. Elle était, comme on l'anticipait, c'est-à-dire réduite aux seules résidences principales. Ça peut être antisélectif, mais il faut quand même trouver un bien. D'accord et c'est une opération qui prend assez de temps à partir du moment où, effectivement, la loi a ouvert à tout type de prêts immobiliers, c'est-à-dire de prêts investisseurs et même des parts de SCPI. Là, c'est devenu un autre sujet en termes d'antisélection et en termes d'impact éventuel. Il y a la volonté, de toute façon, de revenir vers les pouvoirs publics à la rentrée, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a un juriste dans la salle qui pourrait nous préciser, pour essayer effectivement de revenir à cette origine, qui d'ailleurs est, même d'un point de vue social ou philosophique, je ne sais pas comment la qualifier, mais c'était ce qui était recherché. C'est effectivement de permettre à toute une partie de la population française qui est exclue de l'accès à la résidence principale parce que exclue de l'assurance ADE d'y accéder. Ce n'était pas de faire du prêt investisseur à tout va ou... Michel, il faut que tu prennes un micro parce qu'on est en stream. Excusez-moi de dire quelque chose là-dessus. Effectivement, c'est la vision qu'on peut avoir, nous, qui nous arrange en tant qu'assureurs. Maintenant, les associations, elles ont aussi la vision et les prêts professionnels. Donc ça, c'est quelque chose où les prêts professionnels, ils se disent j'aimerais bien pouvoir les faire entrer dans exactement la même chose. Et là, c'est encore une autre histoire. Il y a une partie des prêts professionnels qui rentrent dans... Il faut que ce soit un financement mixte. Oui. Mais il faut quand même qu'il y ait une partie immobilier particulier. Et sur le sujet, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, hein, parce que nous, Banque Assure, on a vraiment l'habitude de l'échec en matière de... Non, c'est vrai. En matière de... Tu parles de la qualité de notre lobbying ? Oui, en matière de lobbying, absolument, il faut le dire. Donc, on a pris toutes les lois là, que tu as indiquées, celle qui est arrivée, et à chaque fois, alors, on se prépare, on prépare nos dossiers, on met des chiffrages, et à la fin, de toutes les façons, c'est râteau, on ne prend rien du tout, et les lois continuent d'arriver telles qu'elles se présentent. Donc, moi, revenir, en effet, ce qui serait normal, hein, dans le fond, sur cette loi qui s'appliquerait uniquement à la résidence principale, je pense que ce qui va arriver plus tôt, c'est on va passer de 200 000 à 350 000 euros, comme le premier sénateur en avait eu l'idée. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. On avait d'ailleurs même un moment où le plafond était supérieur au plafond ERAS, ce qui était assez rigolo, ce qui montre qu'ils ne réfléchissent pas à grand-chose. Une question très importante qu'on a détectée assez tôt, effectivement, c'est cette notion de risque certain. Vous savez qu'au niveau du code, on n'a pas le droit. Et effectivement, les personnes en arrêt de travail qui adhèrent à une ADE auraient pu immédiatement ouvrir un sinistre. Donc il a fallu qu'on traite ça. Il y a quasiment un consensus sur le fait qu'effectivement, on arrivera bien à exclure et on opposera un refus si la personne est en arrêt de travail au moment de l'adhésion. Il y a des discussions sur est-ce que les suites et conséquences, les aggravations, les rechutes, etc., ça en fait partie. Je ne pense que ça n'en fait pas partie du tout. On est pas mal à penser ça. A priori, il y a des offres sur la place qui sont en train de sortir, qui prennent ce risque-là. Je pense que le sujet est assez clair. C'est uniquement les arrêts de travail en cours à la demande d'adhésion qui représentent un risque certain. Mais ça fait l'objet de nombreux débats. Sur l'absence de sélection médicale, il y a aussi une question. En fait, l'idée, c'est OK, j'ai plus le droit de faire de formalité médicale à l'adhésion. Et d'ailleurs, j'ai vu d'ailleurs des remontées d'associations de malades, je crois, dans la presse la semaine dernière, qui se disaient que forcément les banquiers, les banques assureurs allaient être tricky, allaient trouver une solution de compenser, notamment en faisant de la sélection médicale au sinistre. Vous pouvez faire du refus pour antériorité, des choses comme ça. Donc il y a eu aussi beaucoup de débats sur le sujet. Je pense que la position est assez claire, même si les textes le permettraient.
Je pense que l'objet de la loi et l'objectif poursuivi, ce n'est pas de sélection médicale du tout. Donc si vous ne la faites pas à l'entrée, il est hors de question de la faire à la sortie. Et je pense que la très grande majorité des acteurs ira sur cette voie-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou s'il y a des... Oui, on se posait même d'autres questions. En cours de vie du contrat, il arrive de faire la sélection médicale. Quid de la sélection médicale en cours de vie du contrat? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de position à arrêter là-dessus. Or, dans tous les guides de gestion, parce que nous, on en a un certain nombre, 14, eh bien, ça arrive souvent qu'on nous dise, dans certains cas, il faut faire une sélection. Et on ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, il y a encore des points à arrêter pour savoir comment on va traiter ça. Oui, alors moi, je suis très novice sur le sujet. Mais ça veut dire que, grosso modo, demain, on me détecte une maladie grave, je veux souscrire pour moins de 200 000 €, je ne suis pas en arrêt de travail, il n'y a pas de problème. On me dit, tu as 3 mois. C'est ça. Oui. Merci beaucoup pour ta transition, Patricia. Si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de tsunami. Et, donc, il y a un produit en Italie qui s'appelle la Sessionelle Quinto, avec une version salarié actif et une autre pour les retraités. Et pour les retraités, c'est super actif. Ils font les hôpitaux. Ouais, on va en reparler. C'est une des grandes incertitudes liées à la loi Lemoine. Ouais, alors, juste pour la partie actuarielle... Qu'est-ce que tu fais de tes journées, finalement, et avec tout ça? Moi, pas grand-chose. Je joue surtout à la PS3. Mais, bon, bref. Non, ce qu'on fait, non, mais c'est pour dire qu'il y a des choses très simples. C'est un sujet simple, d'accord? C'est un sujet simple à partir du moment où on a une certaine connaissance de son portefeuille. Quand vous connaissez votre portefeuille, vous connaissez normalement la part d'adhésion qui sont à tarif normal, la part d'adhésion qui ont des conditions spécifiques. Dans les conditions spécifiques, vous êtes capable d'éclater entre surprime seule, surprime exclusion, refus de garantie complémentaire, refus, etc. Si vous avez ça, il y a toute une partie qui va être assez facilement estimable. Ça, c'est si on se met dans une situation où le marché demain ne change pas de taille. On continue as usual. Et effectivement, vous allez voir votre portefeuille et vous dites, demain, je n'ai plus le droit de faire de formalité médicale, donc j'ai plus de surprime, donc je perds le chiffre d'affaires lié à mes surprimes. Donc normalement, si c'est un indicateur que vous avez, il est facilement estimable. Sur les exclusions, normalement, alors ça dépend des compagnies. Je pense qu'il faut une discussion notamment avec les équipes médicales et les médecins de conseil. Nous, quand on fait des exclusions ou des refus de garantie complémentaire, on sait que c'est quand on atteint 300% de surmorbidité ou de surmortalité. Donc ça veut dire que cette part-là d'adhésion, vous appliquez 300% de surmortalité à la sinistralité et vous avez votre impact. Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail qui n'est pas simple, mais qui n'est pas... c'est un travail normal d'actuaire qui, hormis l'accès aux données, si vous n'en avez pas, vous avez des cabinets de conseil qui vous aideront largement. Je voulais faire de la pub pour Actelior, mais il n'est pas là, tant pis pour lui. Non, mais il y a toute une partie qui est simple. Et c'est important. On peut peut-être passer dans le... Oui. Par contre, il y a effectivement des nouvelles choses qui sont un peu plus compliquées. C'est ce que l'on ne connaît pas assez. Il faut se rappeler d'une chose. Pourquoi je fais de la sélection médicale? En fait, quand je tarifie un produit, je le tarifie pour le plus grand nombre, d'accord? Donc, on a sur des emprunteurs, c'est 85% des adhérents ont un tarif normal. C'est pour eux que je le tarifie. C'est des gens qui sont bancarisés, qui font un prêt immobilier, qui sont sélectionnés. J'ai un abattement de table de mortalité là-dessus de folie. Moi, je suis à largement 70% d'abattement, quelque chose comme ça. Et l'équilibre actuariel de mon contrat, il repose sur ce profil-là. D'accord ? La sélection médicale, elle me permet quoi? Elle me permet juste, quand j'ai un proposant à l'assurance, de vérifier finalement que ce proposant-là, il rentre dans mon profil. Et s'il ne rentre pas dans mon profil, de lui appliquer une décision qui va me permettre de le faire re-rentrer d'un point de vue rentable dans le profil. Okay, c'est la surprime ou alors jeu de la sinistralité avec les exclusions. C'est vrai que si du jour au lendemain, j'ai plus ça, ça veut tout simplement dire que, je ne sais plus ce qui rentre dans mon portefeuille, je n'ai plus surtout de capacité à le recentrer vers la moyenne de mon tarif, et tout simplement, le profil actuariel, il évolue. C'est bien ce qu'on va avoir. Donc, il y a un sujet de c'est quoi le profil actuariel des gens qui vont rentrer. Ça pose peut-être la question de dire qui est-ce qui va rentrer. Je vous parlais avant que les impacts, je les calculais sur le marché actuel. Le vrai sujet et la vraie incertitude, et j'ai vu personne pour l'instant qui n'a réussi à approcher ce chiffre-là, s'il est dans la salle, je l'embauche tout de suite,
c'est de se dire, effectivement, il y a, en fait, le volume du marché va augmenter. En fait, vous avez toute une partie de la population qui est exclue de l'accès à la résidence, au prêt immobilier, pour des raisons d'assurance. Nous, on n'en connaît qu'une partie, faites attention. Hein. Le taux de refus qu'on a dans nos stats, c'est uniquement les gens qui font le parcours, qui essayent. En fait, il y a toute une partie des Français qui ne font pas le parcours. Et ça, combien ils sont aujourd'hui? Moi, j'en sais rien. Je pense que c'est matériel. Hein. On a 13 millions de Français en ALD. C'est pas, je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même une part significative des Français qui ont des risques aggravés de santé. D'accord ? Quelle part de ces gens-là, demain, en fonction du battage médiatique qu'il va avoir, en fonction des initiatives que vont prendre des courtiers alternatifs, des réseaux de CGPI, des associations de malades, dont on a vu dans la presse d'ailleurs qu'ils ont des responsables dédiés au prêt immobilier pour leurs malades. En fait, c'est toute cette animation-là de marché, combien elle va m'amener de nouveaux assurés sur le marché. Et ces assurés, ils auront tous un profil actuariel qui sera très différent de celui que j'ai et il sera très aggravé. D'accord ? L'incertitude, elle est là. Et comme on n'arrive pas à la mesurer, vous pouvez vous faire peur. Hein. Nous, au niveau du réseau Société Générale, on s'est dit s'il y a une personne par an qui fait un prêt dans une agence, on a 1500 agences, fois 200 000, vous calculez l'impact, c'est monstrueux. D'accord ? C'est rien, une personne par an. Et je ne vous parle pas des comportements purement antisélectifs en plus. Oui, et là, tu parles d'une vision entre guillemets bancaire des choses. Et quand on regarde le marché individuel, également, quelle est la quote-part des personnes surprimées qui ont un contrat bancaire qui vont avoir l'envie de prendre un contrat individuel. Donc ça, c'était une des craintes exprimées largement sur le marché. Et on y reviendra, mais vous voyez que le sujet, on va vite aller sur la capacité de mutualisation. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'on n'est pas tous égaux, y compris au niveau des banques assureurs, parce qu'en fonction de la typologie de clientèle qu'on a, on n'a pas tous la même part d'assurés en Lemoine. Et ça varie fortement d'un réseau à un autre. Hein. Entre l'ASG et la Banque Postale, c'est pas pareil. Je vais aller plus vite parce que sinon je ne vais pas vous laisser de temps. Tu veux peut-être le prendre Non, vas-y. En fait, face effectivement à il reste une incertitude, vous l'avez compris. Plus près. On a juste essayé de synthétiser le type de décision qu'on pouvait prendre au lancement de la loi Lemoine. Et je dis bien au lancement parce que je pense qu'il peut y avoir un effet temporel où les décisions pourraient changer. Vous pouvez suspendre la commercialisation. On a vu que c'est une question de taille de portefeuille. Si vous estimez que l'antisélection peut être trop coûteuse, vous pouvez tout simplement dire moi, pendant un certain temps, surtout si je ne suis pas banque assureur, finalement, je n'ai pas un lien forcément direct ou de proximité avec les clients. En attendant de voir ce qui va se passer, je peux suspendre. C'est des choses qu'on a entendues. Ce qui risque sûrement plus de se passer, qu'on voit arriver, c'est de scinder les populations. Scinder les populations, c'est scinder les contrats. Pour commencer à avoir des contrats différents en termes de suivi, mais aussi en termes de pricing et pourquoi pas de garantie. Ça, quand on se remet dans l'univers banque-assurance, moi, quand je dois toucher l'usine crédit de la Société Générale, il faut que je m'y prenne 3 ans à l'avance, hein, donc c'est pas possible. Donc ça va dépendre de l'agilité. Et là, il y a peut-être effectivement sur le marché alternatif, avec les nouveaux acteurs qui sont arrivés après, avec d'autres technos, peut-être plus de simplicité à aller vers ce type de solution-là. Ne pas suspendre la commercialisation et augmenter la tarif. En fait, c'est des sujets. Nous, en tant que banque assureur, je peux vous assurer qu'on ne se pose même pas la question de suspendre. On n'a pas le choix. Ce n'est pas mes clients, c'est les clients de l'ASG. Je dois les adresser, je pense que c'est pareil pour toi. Je dois les adresser France entière, où qu'ils soient, de la même façon. Je n'ai absolument pas le choix. Donc, quelque part, cette loi-là, il y a un côté contraignant parce que ces éventuelles options, moi, je ne les ai pas. Par contre, j'ai d'autres avantages, hein, j'ai la taille de portefeuille, etc. On va en revenir. Mais voilà, c'était sûrement qu'en ce moment, tous les acteurs et que vous êtes peut-être, vous nous direz, se posent ce type de questions-là par rapport au risque. On va y revenir parce qu'il y en a qui doivent gérer tout ça à la fois, donc c'est drôle. Thierry ? Donc là, c'est à moi. Alors moi, pardon, je me présente, peut-être tout le monde ne me connaît pas, Thierry Mirande, et je suis chez BPCE Vie, et nous distribuons nos contrats d'assurance emprunteur auprès de 2 grands réseaux, Caisse d'épargne Banque Populaire, et nous avons une part de marché crédit qui est supérieure à 20% en France. Voilà, donc on a une assez large vue de ce que c'est que la distribution du crédit et l'assurance emprunteur. Alors, juste parce que Fabrice a à peu près tout dit,
Donc, il reste assez peu de choses à raconter. Simplement, ayez en tête qu'il y a vraiment deux marchés quand même assez différents de la déliaison, enfin de l'assurance emprunteur. Le premier qui est le marché de la déliaison au moment de l'octroi du crédit. Nous, c'est là clairement que nous traitons. On fait que ce que j'appellerais du marché primaire, c'est-à-dire que le client vient en agence et en même temps qu'il fait un crédit immobilier, on lui vend une assurance emprunteur. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a une forme à ce moment-là quand même de certaine confiance dans l'avenir. Je viens chercher un crédit et c'est vrai qu'on peut noter qu'on n'a pas exactement la même sinistralité chez ces gens-là immédiatement que celle que l'on peut constater quelques années après. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à bien noter. Et il y a le marché de la substitution qui se fait post-octroi du crédit. Et plus je vais dans le temps, et moins finalement cette espèce d'effet de sélection bénéfique que l'on avait au moment de l'octroi du crédit commence à s'atténuer. Et là, on peut avoir en effet des personnes dont le profil de santé s'est dégradé, petit 1. Et petit 2, sur le marché de la substitution, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des gens qui ont eu des restrictions de garantie à l'entrée et qui peuvent se dire, alors que, par exemple, le montant de leur crédit a commencé à s'amortir, ils passent en dessous des critères qui leur permettent de ne plus avoir de questions de santé. Et à ce moment-là, ça commence à devenir tentant, en effet, d'aller chercher un contrat à la concurrence. Donc, ce que l'on peut considérer, c'est que l'on n'aura probablement pas en volume exactement les mêmes pourcentages de personnes à risque entre ce premier marché, le marché que j'appelle primaire, et le marché secondaire de l'assurance emprunteur. Donc nous, par chance, encore une fois, nous sommes plutôt sur le marché primaire. Et nous, on est sur l'autre. Voilà. Mais on ne te laissera pas de temps de parole. Alors, sur le comment dans le fond ajuster, vous n'avez rien à prendre dedans, hein, comment ajuster son risque. Bon, le prix. Le prix, la première stratégie que vous pouvez décider de faire, c'est de ne pas changer les prix ou de les changer faiblement pour amortir le surcoût attendu sur la totalité de la population assurée. Quand vous faites ça, d'un côté, vous gagnez en compétitivité, donc vous prenez le risque d'avoir plus de clients à risque que ce que vous aviez par le passé. Donc vous augmentez par rapport à, par exemple, ceux qui vont chercher à plus étager leur prix. Vous augmentez votre capacité à prendre de nouveaux clients, mais dans le même temps, vous augmentez votre capacité à prendre de nouveaux clients sur cette population qui n'est pas forcément celle que vous avez envie d'avoir. C'est une première stratégie. La seconde, elle consiste à dire je vais bien isoler la population de mes clients à risque, et puis c'est cela que je vais augmenter en fonction de mes propres calculs, petit 1, et en fonction également du positionnement concurrentiel que je veux avoir. Parce que là, vous prenez le risque de sortir du marché et de ne plus être du tout compétitif par rapport à d'autres acteurs. Donc, il faut bien le réfléchir. Là, je vois plein de gens d'ailleurs qui vous ont sans doute aidé à réfléchir, mais c'est pas un point négligé. Et puis ensuite, vous pouvez avoir peut-être une suradaptation tarifaire en fonction des profils de risque, c'est-à-dire aller isoler encore là-dedans. Par exemple, on peut imaginer que vous fassiez deux tarifs différents. C'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. Un pour les personnes qui vont emprunter moins de 200 000 euros et qui font un crédit pour de la résidence principale, et puis un autre tarif pour les gens qui font de la résidence secondaire, en vous disant, résidence secondaire, je prends un surrisque, je ne veux pas supporter. Donc je vais étager mon niveau de prix, vous voyez, en fonction de ce type de financement, par exemple. Mais il peut y avoir aussi d'autres critères. Donc, première chose, la gestion par le prix. La deuxième manière d'aller gérer votre risque, ça va être donc la conception du produit et les garanties que vous allez mettre dans votre produit. Hein. Et là, naturellement, vous pouvez vous dire que alors soit ce sont des produits universels, bon voilà, nous c'est plutôt ce que nous faisons, hein. On ne sait pas faire bien dans le détail, mais parce que c'est vrai qu'on a des informatiques qui sont aussi un petit peu lourdes, mais on peut imaginer que vous fassiez des produits plus spécialisés et notamment que vous excluiez un certain nombre, par exemple, d'options, de franchises courtes, choses comme ça, qui peuvent vous coûter cher et qui peuvent en plus attirer des personnes dont l'état de santé serait fragile. Donc là, vous avez quand même intérêt à faire bien attention
à ce type de choses. La seule limite que vous avez finalement en matière d'ingénierie, c'est, outre l'informatique, c'est le fait que vous êtes obligé de présenter des garanties qui sont considérées comme recevables par les réseaux bancaires qui ont octroyé les crédits. Donc, typiquement, vous ne pouvez pas faire, par exemple, de franchise à 360 jours, ou des choses comme ça, puisque le marché est quasiment aligné sur 90 jours. Voilà. On peut aussi réfléchir à des délais de carence, peut-être, ou des choses comme ça, de manière à essayer de bien sélectionner le risque à l'entrée. Mais donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur les garanties. Après, c'est aussi, là-dessus, une position à la fois de gestion du risque, mais je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que la compagnie a envie de proposer à ses clients en matière de garantie. Chez nous, c'est extrêmement important. On souhaite que nos clients soient bien couverts. Et on n'ira pas, ça je peux le dire, on n'ira pas dégrader des garanties pour aller chercher une maîtrise du risque additionnelle. D'accord ? Ça, c'est aussi très important. C'est l'image de marque de la compagnie vis-à-vis de ses clients. Alors, les clauses de prise en charge des pathologies, hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire probablement la clause la plus qui sera que l'on trouvera de manière la plus fréquente, c'est on ne prend pas les sinistres en cours parce qu'il faut quand même que l'assurance, ça reste un peu aléatoire. Sinon, c'est vrai que ça serait pas mal, mais là on ne le prendra pas en charge du tout. La question, c'est est-ce que derrière les suites et conséquences, je vais le prendre en charge ? Il y a un truc qui n'était pas facile, c'était quelqu'un qui est déjà en invalidité, mais qui n'est pas en arrêt de travail au moment de l'adhésion. Qu'est-ce que je fais demain si son invalidité fait qu'il devient en arrêt de travail ? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, et là, c'est pas assez séparé, on aurait dû mettre sans doute une ligne jaune ou rouge. C'est, je ne fais pas la sélection médicale à l'entrée, hein, ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, mais je le fais au moment du sinistre. C'est-à-dire c'est au moment du sinistre que je me préoccupe de savoir quelles étaient les pathologies du client. Et là, pour nous, c'est complètement contraire, en réalité, à ce que la loi a voulu écrire. Mais on m'a rapporté qu'il y a au moins 2 contrats sur ce marché qui sembleraient contenir des clauses de cette nature. Voilà. Je peux dire que c'était une tentation forte de beaucoup d'acteurs de la place, hein, sur le marché. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Après, les questions comportementales, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir, au-delà du questionnaire pur de santé, où est-ce qu'on peut aller en matière de questions comportementales. Il y a des questions déjà connues. Comment est-ce qu'on peut les enrichir pour affiner le profil de risque ? Voilà. Peut-être peut-on demander si les gens pratiquent des sports, si les gens... je ne sais pas bien, nous on va copier ce qui va se faire, on va attendre un peu. Et puis parce qu'on n'a pas été très innovant en la matière en réalité. Et puis peut-être on avait imaginé des questions, est-ce que vous vous rendez tous les jours au travail ? Bah non, parce que là, par contre, quelqu'un qui fait des kilomètres, finalement, c'est pas un mauvais risque peut-être. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, en fait, on l'a vu, on peut poser pas mal de questions à partir du moment où il y a par exemple un lien avec la segmentation tarifaire. Quand il n'y a pas de lien avec la segmentation tarifaire, déjà, il faut vraiment être sûr de ne pas le croiser. Moi, c'est compliqué d'adresser ce... C'est compliqué, c'est pour ça qu'on va regarder. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'innovation en la matière. Il y a eu beaucoup de débats au début. Il y a eu beaucoup de débats, on s'est posé, tu as raison. Rien n'est sorti. Ouais. Après, la question, est-ce qu'on pourra utiliser d'autres sources d'informations pour essayer d'avoir une meilleure vision du profil du client ? Pareil, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien dans les tuyaux, mais il faudra regarder. Après, les acteurs de l'individuel disent les banquiers ont quand même un avantage. Ils ont le client en face d'eux la plupart du temps, donc ils ont une petite idée quand même de l'état de santé de la personne. Non, parce que là, c'est complètement inexact. En réalité... Alors, Madame Michu, ça va bien ? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est sur le marché primaire, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait des revenus, il faut qu'elle ait un travail, etc., etc. Donc, mais là, tout le monde tout le monde a cette information en réalité. Sur un crédit qui est fait récemment, tout le monde a le même niveau d'information. Après, c'est vrai certains acteurs web ne l'ont pas, donc c'est évidemment un des sujets. Il y a sûrement des sujets d'avenir sur de nouvelles types de sélection. On sait qu'il y a des corrélations très fortes entre le revenu et la santé, par exemple. Donc, il y aura sûrement de l'ingénierie dans les années à venir sur ces sujets-là. Mais à court terme, non.
Donc on est parti comme ça. Donc les incertitudes, vous avez compris, elles restent quand même extrêmement fortes. Moi, ce que je remarquais là, c'est que la taille des portefeuilles, ça donne quand même pas tout à fait la même vision que l'on peut avoir du marché. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que nous avons un portefeuille qui est assez large, ce qui fait que nous pouvons quand même nous permettre de prendre, on va dire, notre part de marché sur ces sur-risques. On n'a pas trop de soucis. Enfin, on n'a pas trop de soucis. On sait que ça va coûter de l'argent, c'est clair, mais on sait à peu près bien l'anticiper. Voilà. En revanche, l'anticiper, pour autant qu'il n'y ait pas je ne pense pas qu'on en aura d'anti-sélection extrêmement forte, voilà, de comportement de cette nature. En revanche, si on a un portefeuille qui est plus étroit, plus petit, c'est vrai que, et qu'on travaille sur ce fameux marché secondaire, on peut être quand même dans une situation plus délicate, puisque une petite concentration, même une petite concentration de sur-risque pourrait venir quand même déséquilibrer le portefeuille, et à ce moment-là pourrait poser certaines questions. Donc pour s'adapter finalement à cette nouvelle donne, je dois reconnaître que nous sommes dans une position qui est un petit peu plus favorable que la moyenne du marché. Voilà. Je suis d'accord, mais à force, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas inquiet. Je pense que dans ce que tu cites, on a peut-être un avantage temporel. C'est-à-dire qu'effectivement, la taille de portefeuille et la capacité de mutualisation nous permet peut-être de ne pas prendre la décision immédiatement. Mais je pense qu'on est inquiet. Et moi, je le suis. Je pense qu'on risque d'ailleurs de prendre plus que notre part de marché naturel. Parce que je pense que quand une personne qui a été exclue du marché de l'acquisition immobilière va être tellement heureuse d'avoir son prêt, je ne suis pas sûr qu'elle discutera autant que ça de l'aspect délégation. Donc je pense qu'on risque de prendre plus que notre part de marché. Et peut-être que ce qui est important pour n'importe quel acteur, c'est le monitoring. C'est-à-dire que ce qu'on regarde beaucoup, c'est de mettre en place maintenant, on a mis en place, nous, un monitoring à la semaine. Hein. C'est-à-dire pour essayer de détecter des signaux faibles, pour se dire qu'effectivement, si jamais ça s'emballe, on n'en sait rien. Hein. Je pense qu'il y a trop d'incertitudes pour ne pas être inquiet. Mais voilà, on a peut-être cette chance-là, cette taille de portefeuille qui nous permet d'attendre quelques mois, de voir comment ça s'oriente. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que si on a des positions de concurrence différentes, si certains marchés de l'acteur de l'alternatif attendent ou augmentent les prix, peut-être qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation de déséquilibre où on risque effectivement une fois de plus, de prendre plus que notre part de marché actuelle. Donc, moi, je suis... Non, mais tu as raison, hein, sur le primaire, on aura la part de marché supplémentaire, hein, tu as raison. Mais ce que je voulais, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être très vigilant et se préparer à agir, voire déjà agir. Hein. Mais simplement, on a, tu l'as dit tout à l'heure, on doit servir toutes nos agences, tous nos réseaux, mais on ne peut pas sortir de ce marché. Donc, on est obligé de s'adapter pour faire en sorte qu'on ait une tarification convenable, pour que l'on ait des garanties convenables et pour qu'on continue de servir nos réseaux. Voilà, ça c'est notre obligation et on a cette taille de mutualisation qui nous permettra quand même aussi de le faire. Voilà. Dernier point, la seule certitude, c'est qu'on risque d'avoir un petit report finalement de la concurrence et une exacerbation sur la concurrence sur tous ces clients pour lesquels on peut faire de la sélection médicale. C'est-à-dire que là, on ne s'attend pas du tout naturellement à ce que les tarifs augmentent, mais plutôt à ce qu'ils continuent de rester sous pression. Et voir à ce qu'on allège la sélection médicale sur ces profils-là. C'était déjà hyper compétitif et ça va l'être encore plus très probablement. Donc effectivement. Vous suivez l'AREAS? Ouais. Bon, les réseaux de distribution, voilà, les réseaux bancaires, ils continueront de distribuer du crédit. Je crois que là-dessus, les réseaux de courtage et les courtiers web, pour moi, ils vont continuer de faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de distribuer le plus largement possible avec le panel des assureurs qui voudront bien trouver. Hein. Donc pour eux, il n'y a pas de frein particulier dès lors qu'ils ont des offreurs qui sont en capacité de leur faire des offres et de leur faire des prix. Pour moi, ils ne vont rien changer, ils vont continuer de rester très présents d'ailleurs sur le marché du primaire comme du secondaire. Ah oui, certainement, mais c'est vrai qu'il faut faire la transition par rapport à ça. Bon, chez Dutenschour, on travaille beaucoup dans le monde, évidemment, de la prévoyance individuelle et de l'emprunteur individuel. Et cette loi, ça a été quand même un cataclysme en termes d'organisation pour assurer que du point de vue client et courtier, ça reste simple. L'avantage du monde bancaire, c'est qu'une fois que la tête a défini une direction, la mise en œuvre est
est simple pour les réseaux. Tout est organisé pour qu'elle soit simple au niveau des réseaux. Et là, dans la loi Lemoine appliquée dans le monde, entre guillemets, de l'individuel, eh bien, on s'est retrouvé dans une situation où on ne pensait pas trop au fait, à la tête du client quand il est face à un comparateur ou à la tête du courtier quand il est face à un comparateur. On a eu, nous, sur nos 12 assureurs, 12 positions différentes à peu près, et avec nos 4 réassureurs, environ 4 positions différentes. Donc le sujet, c'est comment faire pour que, quand cette loi se met en place, on arrive à avoir quelque chose qui soit lisible, possible, exploitable par le courtier et le client. Quand on parlait tout à l'heure, par exemple, des clauses d'antériorité, quand on a tout le monde, tous les clients et tous les courtiers ne lisent pas forcément ce qui est écrit en caractère petit, ils ont tort, bien entendu, mais s'il y a dans un contrat quelque part qui exclut les pathologies antérieures, un autre qui ne l'exclut pas, il peut se retrouver en véritable défaut de conseil quand il se trouve face à un client. Donc il y a des contrats qui deviennent du coup dangereux, même en termes de devoir de conseil. Et la remarque de Thierry était très bonne là-dessus. Donc, la mise en œuvre de ça, elle est complexe technologiquement. On est déjà sur un marché qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de segmentation par CSP, par âge, par capitaux, fumeurs, non-fumeurs, distance parcourue, poids qu'on porte, enfin, tout ce qu'on peut déjà imaginer. Et là, on nous a rajouté une petite couche en disant, finalement, la nature du prêt en termes de risque, c'est compliqué, ça peut donner du risque. L'origine du client, suivant qu'il vient d'un acteur web ou qui vient d'une ERIA, c'est pas le même tarif. Résidence secondaire, pareil. Donc là, on s'est retrouvé brutalement à devoir se dire, le tarif est déjà segmenté et il va être encore plus segmenté. Parce que, effectivement, chacun prenant des positions un petit peu différentes, et quand on doit gérer 12 acteurs différents, on doit prendre le plus grand comme un multiple pour arriver à gérer ça. Donc, il y a des gens dans la salle qui ont un peu travaillé ces derniers mois pour faire ça. Et donc, la difficulté, quand il faut organiser un parcours, la loi Lemoine, pour nous, c'était ça, c'était comment faire simple avec du super compliqué. Et j'avoue qu'on a dû se poser pas mal de questions. Une des premières qu'on a posées, c'est les clauses d'antériorité. Chacun invente des clauses différentes, mais pour un courtier qui a 10 contrats en face de lui, c'est juste pas gérable. C'est pas possible. Il peut pas avoir, il peut peut-être en avoir 2, mais pas plus. Et nous, très sincèrement, on a fait des blocages assez forts pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Sinon, on avait clairement 10 clauses d'antériorité différentes qui sont absolument pas exploitables d'un point de vue client au courtier. L'autre chose également, on a parlé du produit dédié, de la tentation du produit dédié. Ça, c'était, on comprend, ça peut être une contrainte informatique, ça peut être une contrainte technique. Mais là encore, c'est un véritable danger. Pourquoi ? Vous avez un client et un prêt à 190 000, son apport n'est pas si important, il passe à 200 000. Vous déchirez votre contrat, vous en refaites un autre. C'est super compliqué à gérer et vice-versa. Vous étiez à plus de 200, vous repassez à moins de 200, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, quand on est à plusieurs contrats, ça devient très très difficile à gérer. Et en plus, pendant la vie du contrat, il peut se passer plein de choses. Dans les grandes villes, il arrive que les gens divorcent et donc il arrive qu'il faille changer de contrat en cours de route et donc il peut se passer beaucoup de choses. Bon. Donc l'université du contrat, là, par exemple, on y a pensé, bien entendu, et on l'a mis en œuvre. Mais là, une grande complexité, c'est qu'au sein d'un même contrat, à ce moment-là, comment je fais pour faire passer les gens d'un cas de lemoine à un cas de non-lemoine, tout en ayant un seul contrat et en gérant la diversité de tarification que ça génère. Ça, c'était une vraie question sur l'universalité, même si elle était importante. Et puis, comment garder un parcours simple quand, en plus, je dois traiter des gens qui passent du cas lemoine au cas non-lemoine ou du cas non-lemoine au cas lemoine. Toute chose un tout petit peu délicate à gérer. Donc, en fait, il nous a fallu un tout petit peu de temps pour, effectivement, arriver à se dire comment faire simple malgré ce compliqué. Et le choix qu'on a fait, c'était vraiment d'abord de travailler surtout sur la simplicité et l'universalité. La simplicité, c'est de dire, j'ai des contrats, il y en a déjà beaucoup, le marché de l'individuel est déjà arrosé de contrats, il y en a des tonnes des contrats, il ne faut pas en rajouter d'autres, c'est pas la peine. Et par ailleurs, quand vous rajoutez des contrats spécifiques lemoine, quand vous lisez les conditions générales, c'est quoi ? Ça sert à quoi finalement ? Ça sert à rajouter des conditions d'exclusion de population finalement, et ça sert à rajouter des clauses d'antériorité qui sont différentes du cas classique standard à plus de 200 cas. Donc ça, nous, on a voulu absolument l'éviter parce que là aussi, en termes de conseils, c'est délicat. Exclure des populations, c'est très délicat.
Donc l'idée à ce moment-là, c'est de se fonder uniquement sur des notions tarifaires, de dire quand un assureur ne veut pas d'un client, il va mettre un tarif très élevé qui va être excluant pour le client. Et effectivement, on s'est retrouvé dans ces situations-là avec une super segmentation pour pouvoir arriver à y répondre. Mais donc on arrive à cela, c'est-à-dire que pour éviter que la complexité soit portée par le courtier, par le client, on est obligé de gérer une super complexité informatique derrière pour pouvoir rendre les choses simples. Et donc cette notion de diversité, c'est une chose dont on a discuté beaucoup avec Thierry et Fabrice. Elle est importante dans le monde bancaire parce qu'elle fait partie de valeurs importantes des réseaux vis-à-vis de leurs clients, mais dans l'assurance d'emprunteurs individuels ou dans les réseaux de courtage, c'est aussi la même chose. Il est important, quand vous êtes un grand courtier de crédit, que votre offre, elle soit aussi universelle, que vous n'ayez pas à vous demander quel contrat je vais pouvoir proposer à tel client. Il faut que ce qui lui apparaît sur son écran soit proposable en l'état et ne le mette pas en défaut de conseil. D'où ces choses qui ont fait que quand on est sorti, on avait 10 offres en magasin et à moins de 200 000, on n'a aujourd'hui que 4 parce que on n'a pas pu faire avec tous nos fournisseurs selon les contraintes que l'on avait. On va y arriver, ça va sortir progressivement, mais c'était une vraie difficulté. En tout cas, sachez que la loi Lemoine, c'était... nos amis Fabrice et Thierry ont parlé de leur expérience sur un cas précis. Imaginez la même chose multipliée par 10, ça crée un vrai sujet et on voit que le marché effectivement n'est pas stable. Et cet enjeu, quand on met en recul, c'est effectivement ça implique derrière encore une autre complexité, c'est un devoir de suivi face à ces incertitudes. On a un devoir de suivi, donc effectivement, on met en place nous des reporting Lemoine entre guillemets, de façon à ce que tous les mois on suive la population qui rentre on board pour savoir comment se déforme notre population, et deuxièmement pour avoir également une vision de la sinistralité. Bien évidemment, on a des suivis de sinistres. Pour l'instant, on ne faisait pas trop de suivis de sinistres par origine commerciale parce que ça n'avait pas forcément d'utilité. Là, il est très clair que le suivi de la sinistralité, en particulier de la sinistralité précoce par type de courtier, va devenir un must, indispensable pour être certain de voir comment se déforme le risque. Et s'il n'y a pas effectivement des tropismes particuliers. Le marché aujourd'hui a très peur, très clairement, lors de la RIRA qui aura lieu en septembre, de mouvements massifs de personnes sortant de leur contrat groupe largement surprimés pour aller vers des contrats individuels. Donc, tu parlais des craintes de... Ça arrive. Très peu, certaines marchés de pas, mais ça peut arriver. Non, mais c'est une vraie question, parce que je pense que ce sujet du stock et de l'attaque de nos stocks, forcément, on le regarde. Il y a de quoi se faire peur quand on a fait des études clients. Alors, on a toujours plein qui se disent qu'ils sont prêts à changer, et après la réalité est tout autre, mais on peut se faire peur en termes de volume et de valeur. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Je veux dire, déjà, l'écart tarifaire entre les contrats groupes et les contrats alternatifs, il existe. Depuis, ce n'est pas la loi Lemoine qui l'a créé, on l'avait déjà avant, avec déjà des possibilités de substitution, certes, à date anniversaire. Est-ce que la RIA va vraiment faire en sorte que nos clients vont pousser la porte des agences ? Je ne suis pas sûr. S'ils sont animés, peut-être oui. Donc je pense qu'il va y avoir un effet. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent aussi, les clients ont vieilli. Et quand on vieillit, il y a des jeunes dans la salle, mais il y a des moins jeunes. C'est pas forcément, moi je dirais, il peut arriver des accidents de la vie, etc. ou autre. Donc une fois de plus, on est aussi face à l'incertitude, mais je suis pas sûr d'un mouvement massif. Après, ce qu'on n'a pas comme données aujourd'hui, c'est la force médiatique, les pubs. Il y en a déjà dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu la pub d'Assurli, mais il y a des choses déjà agressives, mais je ne sais pas à quel point cette vision-là, elle n'est pas parisienne. Je ne sais pas à quel point elle va être étendue en France entière. Et la sensibilité au prix sur le sujet de l'ADE, c'est une question complexe, parce que quand on regarde nos portefeuilles, quand on regarde les écarts tarifaires et les assurés qui auraient tout intérêt à sortir, à faire une substitution et qui ne le font pas, voilà. Donc je pense qu'il y aura un effet massif, je ne sais pas. On se prépare. En fait, tout le sujet de la loi Lemoine, c'est de l'incertitude. Donc c'est de se préparer, de monitorer et surtout d'avoir un système et une souplesse que vous avez
que nous, on n'a pas forcément dans nos usines, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'augmenter un tarif d'un mois à l'autre. D'une semaine à l'autre. Nous, le moteur tarifaire, il est encore à la banque, il est en dur, on a un minimum de 6 mois pour le bouger. Voilà, donc c'est là où effectivement ça peut poser problème. Une des conséquences de la loi Lemoine, c'est nous, on a fait des développements pour être capable de changer effectivement un tarif d'une semaine sur l'autre, parce qu'on a senti une certaine fébrilité, on s'est dit qu'il fallait être prêt. Donc il fallait le faire. Et ton commentaire sur les mouvements, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes et sans doute peut-être un petit peu moins que beaucoup de stress qui a circulé sur des grands mouvements. Il y en aura, mais sans doute progressif. Ouais. On m'a fait un signe en disant qu'il était temps de passer à la conclusion. Je vais me permettre de commencer en disant que cette loi, elle a beaucoup d'effets, on le voit, et on n'en voit que le début. Pour l'instant, on le pressent, mais on ne sait pas encore exactement. En tout cas, pour les acteurs de l'emprunteur individuel, on l'a ressenti comme une contrainte, comme un désavantage compétitif, très clairement, et avec des investissements lourds derrière à faire. Après, qui nous permettront peut-être de progresser. En tout cas, les outils, je pense, de tout le monde sur la place ont beaucoup progressé ces derniers mois pour faire face à cette complexité nouvelle. Moi, j'avais une question à vous poser à vous deux. J'en reviens aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics. Sur une éventuelle loi Lemoine 2, on voit qu'en termes de prix, normalement, on ne devrait pas avoir un marché, on ne devrait pas avoir une baisse tarifaire. On risque plutôt d'avoir une augmentation tarifaire. Je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics l'aient forcément anticipé. Je ne sais pas à quel point, d'ailleurs, ça va les faire réagir ou pas. En termes de poids des différents acteurs, on voit qu'il y a des avantages chez les uns et chez les autres, mais je n'ai pas l'impression qu'on note quelque chose de différenciant qui va être de nature à changer les équilibres de marché. Donc c'est pour quand la loi Lemoine 2 ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est allé jusqu'au bout, notamment de la RIA ? Qu'est-ce qui reste après ? Après, c'était ce qui a été dit par certains, c'est-à-dire interdire la vente de l'assurance sur le lieu de vente du crédit. Comme en Angleterre. Oui, c'est ça, mais bon, c'est toujours possible. Alors, sachez que même si... Je crois que Digital Insure est prêt, d'ailleurs. Même si Fabrice Thierry est sur des marchés différents du nôtre, il y a une chose sur laquelle on est vraiment d'accord, c'est qu'on ne tient absolument pas un fonctionnement à l'anglaise. Voilà, il s'avère que je me suis occupé d'une société qui faisait de l'emprunteur en Angleterre le jour où la loi est arrivée. On connaît bien les résultats. Le marché s'est contracté de 90%, donc c'était une perte collective plutôt qu'un gain. D'ailleurs, ça avait été souligné par l'Inspection générale des finances dans son rapport à l'époque. Absolument. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a sûrement l'un des marchés les plus efficients en termes d'accession à la propriété, notamment de part de notre fonctionnement assurance des emprunteurs, qui repose effectivement sur la capacité de rembourser et pas sur le bien, contrairement en Angleterre. Donc ça fait partie du paradoxe de notre marché. On en avait discuté ensemble tous les trois en préparant cet atelier. On avait quand même en tête que c'était plutôt un succès pour les pouvoirs publics à court terme, en tout cas. Ouais. Thierry, tu peux peut-être... Non, mais moi je pense que ça va quand même... même s'il y a une hausse tarifaire, elle ne sera quand même pas majeure. Donc ça va quand même être porté comme un succès. Après, c'est dans quelle mesure les parts de marché peuvent évoluer. Et là, tu l'as dit, c'est vrai que les évolutions... Alors moi, je ne suis pas tout à fait... en tout cas, nos chiffres ne sont pas exactement les tiens, visiblement. Donc on a quand même... On sent le poids de la concurrence dans nos chiffres, vraiment de manière très sensible. Après, c'est des stocks. Donc les stocks embarqués, c'est vrai que ça ne tourne pas aussi vite que certains pourraient l'espérer. Mais au final, je pense que le bilan qui peut être tiré, si on prend une perspective un peu longue de ces différentes dispositions et de celle-ci, sans aucun doute, on a quand même un marché qui s'est considérablement modifié au profit des consommateurs. Donc, est-ce que... mais il y aura toujours des gens, même peut-être dans cette salle, qui vont... des irréductibles qui vont continuer de trépigner en disant il faut aller plus loin, naturellement, parce que les individuels sont intéressés à ce qu'on aille plus loin. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose, notamment pour permettre à l'ensemble des emprunteurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 40 ans,
Et puis ceux qui ont plus de 50 ans d'aller faire un investissement immobilier, moi je pense que là on va commencer à avoir de vraies questions sur la capacité, enfin si on va beaucoup plus loin, hein, sur la capacité d'un certain nombre de personnes à faire des crédits immobiliers. Et moi je peux vous dire une chose, c'est que quand j'entends les réseaux chez nous, ils ne mettront pas en force un crédit immobilier s'il n'y a pas une assurance emprunteur de qualité en face. Hein. Parce que sinon le risque c'est eux qui vont le porter. Voilà, donc le risque, les choses sont bien arrêtées. Nous, assureurs, nous portons ce risque de santé, ce risque accidentel, et eux, ils portent le risque de crédit, c'est-à-dire le risque financier. Et donc, si on veut avoir quelque chose qui reste quand même en assurant cette possibilité pour le plus grand nombre de faire un investissement immobilier, ce que les gens quand même recherchent, il faut qu'il y ait une forme de mutualisation suffisante. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette démutualisation tarifaire et de rendre, soi-disant, du pouvoir d'achat à un certain nombre de clients. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Fabrice. Je pense qu'on a fait un grand tour de la question, et avec quelques incertitudes encore qu'on a laissées en suspens en fait, pour le projet d'épisode où nous reviendrons vous voir, vous parler du résultat de cette loi dans nos opérations. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes encore là. On a été parfait à ce point-là ? Ah non. Pendant ces quelques mois, il y a eu un gros travail qui a été fait par les porteurs de risques et puis par les délégataires, les gestionnaires. On a l'impression que sur la partie distribution, il y a eu moins d'efforts de fait sur la loi Lemoine. Est-ce que c'est pas ça le temps 2 ? Alors c'est plutôt pour Jean. Alors c'est vrai que c'est tout à fait exact que les distributeurs finaux ont vraiment attendu de voir ce qui se passait. Mais franchement, ils ne pouvaient pas se pencher sur la question quasiment avant le 15 mai, hein, parce que les choses ont commencé à se stabiliser sur le marché à peu près vers cette période-là. Donc, ils ont quand même pas mal subi, hein, puisque pour eux, et on a vu, il y a une période transitoire où tout le monde se posait la question de qu'est-ce qui se passait sur les devis en cours. Donc, ça a été beaucoup de stress quand même pour les distributeurs. Et là, aujourd'hui, effectivement, leur question principale, ils subissent la loi, ils l'appliquent, et c'est comment je l'applique au mieux pour éviter tout problème de conseil auprès de mon client. Et maintenant, c'est ça, c'est la formation sur ces sujets-là. C'est comment éviter tout problème de devoir de conseil. D'où les questions, le fait que notre question numéro 1 qui ressort, c'est au fait quel type de crédit rentre dans le plafond Lemoine. Oui. J'ai une question par rapport au droit à l'oubli. Est-ce que vous avez essayé de chiffrer un petit peu l'impact, un de vous, ou pas du tout ? 2 secondes. Ou c'est pas quelque chose qui vous fait On vous présente Michel Joie, si vous ne le connaissez pas, donc réassureur dans son état et expert du domaine. Alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans la convention ARAS et toute cette sorte de choses. Le coût du droit à l'oubli, pour tout le monde, c'est quelque chose qui est passé complètement en dessous du radar. Maintenant, on a une nouvelle forme de table d'expérience à mettre en place. Alors, chacun aura fait ses expériences chez eux. Si vous êtes réassuré chez Swiss Re, on en parlera à un moment ou à un autre. Mais c'est clairement quelque chose qui a un coût et qui fait que, quelque part, on est en train de remonter l'expérience client. Si vous prenez ne serait-ce que tout ce qu'on avait sur le droit à l'oubli en passant de 10 à 5 ans sur le cancer, il y avait encore un certain nombre de surprimes. Elles ne sont plus là, donc voilà. Et ça, c'est le début, parce qu'il y a une volonté d'élargir cette notion de droit à l'oubli sur d'autres pathologies où, quelque part, la fédération, France Assureur, est en train de promouvoir un droit à l'oubli déclaratif, dans le sens droit à l'oubli parce que j'ai plus de surprimes, plus d'exclusions et accès à toutes les garanties. Donc même tarif que tout le monde. Mais par contre, j'ai quand même déclaré ma pathologie pour répondre aux conditions qui seront celles qui sont éligibles au droit à l'oubli. Notamment, on est en train de parler du diabète.
Il y a probablement des diabètes qu'on peut couvrir quand on est dans un type alpha et peut-être pas dans un type bêta. Je dis alpha-bêta parce que je m'embrouille toujours entre le 1 et le 2. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas laisser à la main de l'assuré ou du proposant, parce que sinon, c'est lui qui décide. Et au moment où il sera trompé et qu'il aura fait une fausse déclaration, quand vous allez au tribunal, vous perdez à tous les coups. Donc, pour ne pas le mettre dans la situation de lui être dans une situation de fausse déclaration non intentionnelle, pour augmenter sa couverture, eh ben, il n'y a pas de mal, entre guillemets, sur toutes les pathologies chroniques, à définir qu'on a effectivement une pathologie. Le déclarer, c'est quelque chose avec lequel on vit tous les jours. Et on peut le déclarer à des professionnels de l'assurance qui sont les gens qui font la sélection médicale et qui, en fonction de ce qui a été décidé, par exemple, au sein du groupe de travail sur la grille de référence ARAS, pourront dire bah, celui-là, vous n'avez plus le droit de mettre de surprime. Par contre, à chaque fois qu'on réintègre des surprimes dans la population générale, ça a un coût, et à la fin, il faudra augmenter les tarifs de nos expériences de base. Voilà, c'est une réponse un peu longue. Ça, c'est bon, merci. En attendant que le micro circule, je voulais juste dire une chose que j'ai oublié de dire pendant la présentation. Notre métier, c'est payer des sinistres. À la fin de la journée, quand même, c'est ça la prestation que l'on fait. Notre service, c'est payer des sinistres. Et cette loi va rendre le métier de gestionnaire sinistre un poil plus compliqué qu'avant, qui était déjà un métier compliqué. Mais ça va devenir encore plus compliqué. Donc j'espère que ça n'augmentera pas les délais qui sont déjà parfois un petit peu longs dans nos métiers. Mais c'est vrai que dans les chiffrages à faire, il y a comme une économie de gestion, de l'usine de gestion, qui vient contrebalancer chez nous. Ah oui, d'accord. Je voulais... Nous, l'économie, enfin, nous, on ne fait pas la gestion, on la délègue, mais l'économie, on la cherche encore. J'ai quelques idées. Déjà, tu as moins de volume qui passe par les équipes de sélection médicale. Il y a une vraie économie. Je propose qu'on réponde à la question Non, ouais, c'était pas une question, c'était juste un point de vue complémentaire sur qu'est-ce que pourrait être une loi le moins de 2, comment un peu l'anticiper. Déjà, je pense que ça, dans le contexte parlementaire actuel, on risque d'être protégé un petit moment avant qu'il y ait un consensus sur une nouvelle loi. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps pour sortir une loi sur le sujet. Et je pense qu'une des pistes d'évolution, si on doit aller plus loin sur le moine, reste quand même sur le parcours de déliaison, où là, on a mis une RIA possible à tout moment, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense, pour pouvoir fluidifier, faciliter ce parcours et permettre une digitalisation de ce parcours de déliaison qui reste pour le moins très complexe. Et vous songez à quoi ? Pardon ? Vous songez à quoi comme pour encore renforcer la facilité pour délier ? L'acceptation d'un recommandé électronique, par exemple, des positions un peu de place qui permettent... C'est déjà fait, ça, c'est bon. Non, mais lesquels ? Non, moi, pardon, hein, mais on a été très attaqué, banque assureur, sur le fait qu'on ne jouait pas le jeu de la déliaison. Franchement, c'est complètement faux. Voilà. Il y a deux types. Non, je vais vous dire, il y a deux types, en réalité, d'acteurs. Il y a des acteurs qui s'étaient industrialisés, d'accord ? Il n'y a aucun problème pour eux. Ils envoient des dossiers, ils sont correctement montés, ils sont acceptés. Il y a tous les autres, très nombreux, des artisans de l'assurance, qui n'ont pas lu les textes et qui envoient à peu près n'importe quoi comme dossier. Ben ça, c'est refusé. Et n'importe où aussi. Voilà. Vraiment, je pense que là-dessus, il faut le jugement global qui a été tenu était totalement erroné. Nous étions inaudibles, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens qui se sont industrialisés, d'ailleurs, c'était dans le rapport qui a été remis au CCSF, où on voyait les taux d'acceptation selon les différents types de courtiers. Il y en avait un type de courtier, ceux qui se sont industrialisés, étaient à 80-90% de taux d'acceptation. Voilà, c'est bon. Et puis, il y avait ceux qui peinaient à 10%. Mais bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas cette pratique. Pourtant, elle n'est pas très compliquée. Mais il ne faut pas remettre sur les épaules des bancassureurs, des banquiers, le fait que pour certains ce soit un échec. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cette professionnalisation suffisante. C'est pas tant le
l'échec voilà, que je me mettais en question, c'était le temps de ce parcours, le temps de cette déliaison qui reste... Il reste très court. Mais c'est quoi 10 jours? Vous avez pris, vous engagez pour 20 ans. D'accord? On vous dit, il a mis 12 jours. Et alors? Franchement. Vous êtes dédié à la prochaine échéance de crédit et vous avez une assurance qui va durer 15 ou 20 ans. Et là, on a dit... J'entends ce débat, voilà, à l'heure du digital et des réponses un peu immédiates, ça peut paraître quand même un peu, encore un peu tôt. On a aussi eu des pratiques... De toute façon, on sera toujours attaqué, donc on a l'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu aussi des pratiques vraiment déloyales, c'est-à-dire d'envoi de courrier à des adresses impossibles, juste pour faire jouer le délai et derrière la sanction. Il faut savoir qu'on a quand même... Moi, je les ai eu à l'ASG, on a eu la direction de la répression des fraudes qui est venue, qui a audité tous ces parcours-là. Je pense qu'on les a tous eus et on s'en sort plutôt bien dans la grande majorité des cas. Juste sur la Le Moine 2, pour enchaîner, il ne faut pas me l'énerver quand même. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas l'emprunteur, c'est l'effet de tache d'huile. Comment un réseau de distribution va expliquer à Madame Michu, qui a fait un prêt Le Moine à 200 000 €, à qui il n'a posé aucune question médicale, que pour sa tempo d'essai derrière, il va falloir qu'elle réponde à un questionnaire de santé. Et est-ce que ça ne va pas germer dans l'idée des députés de dire finalement, c'est passé tout seul, c'est passé. Pourquoi en prévoyance collective j'en ferai, pourquoi en prévoyance, etc. ou autre? Je trouve que là, on remet quand même en cause un pilier fondamental du mécanisme de l'assurance et de la mutualisation. Donc moi, j'ai plus peur de ce côté de tache d'huile. C'est l'effet sur les prix, comme vous le disiez tout à l'heure, quand même, qui sera un peu un juste de paix. Si ça ne permet pas d'abaisser globalement les prix du marché, je pense qu'on y reviendra. La réaction, c'est ça. De toute façon, sans sélection médicale, on sait faire. C'est une question de prix. Donc, effectivement, ce ne sera pas à l'avantage des assurés. C'était pas contre toi. J'ai compris. Bonsoir. Un commentaire, non, juste est-ce qu'un des effets aussi finalement de la libéralisation du marché, enfin qui a un peu plus de part des alternatives, des individuels, ne peut pas aussi jouer sur la MRH? Aujourd'hui, la banque assurance, elle a un taux de pénétration qui est de 25% et de 15% sur l'auto, par exemple. C'est pas une part de marché de 15% contre 25% sur la MRH. Est-ce que ça ne pourrait pas jouer aussi demain sur ce marché-là? On sait que le conseiller bancaire, une fois qu'il a vendu le prêt, il a vendu l'assurance, la MRH vient aussi un petit peu dans le package. Donc est-ce que demain, ça ne peut pas aussi jouer sur ça? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement. Je suis d'accord avec le fait qu'on va vendre de plus en plus de MRH et d'auto. Mais à part ça... Est-ce que ça ne peut pas jouer sur vos parts de marché, tout simplement, MRH? Puisqu'aujourd'hui, au moment finalement d'un financement, il y a quand même... Oui, tu as raison, c'est vrai. Mais ça, c'est assez, c'est assez naturel parce que on est sur des marchés là aussi de stock qui évoluent assez progressivement, avec des réseaux qui se sont mis en ordre de marche, mais de manière pas du tout synchronisée entre eux. On sait que Crédit Mutuel est allé très vite, on sait que Crédit Agricole a très bien suivi. Nous, réseau BPCE, Caisse et Banque, on s'y est bien mis, oui, en effet. Et après, c'est bien sûr que ce sont des produits importants pour nous dans la gamme d'équipements de nos clients, sur lesquels on pense qu'on a une bonne compétitivité et pour lesquels on pense qu'en effet, on a encore de beaux horizons devant nous. Tu as raison. Je crois qu'on peut dire une chose, c'est que tous les acteurs y réfléchissent ardemment. C'est compléter la vente au moment de l'acte de souscription du crédit. Les réseaux indépendants, pareil. Tout le monde est sur le sujet. Imaginer tout ce qui peut être vendu, dont de nouveaux fournisseurs d'électricité, de téléphone, des pertes volcasses de téléphone. Parce qu'on oublie une chose, c'est que c'est un des produits les plus faciles à vendre et dont la valeur est supérieure à celle d'une MRH en moyenne. Donc beaucoup de gens réfléchissent à bien d'autres produits qui pouvaient être vendus au moment du crédit ou autour. Après, la MRH, ça fait du sens. Ouais, mais le téléphone, c'est vachement plus simple et ça coûte 200 €, donc plus qu'une MRH. Et en plus, tu peux en vendre plusieurs.
J'ai une petite question par rapport aux exclusions à la sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision sur le marché des fortes disparités qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il y a justement des porteurs de risques qui vont aller très loin dans les exclusions à la sortie? Et est-ce qu'il y a des grandes disparités aujourd'hui, ou plutôt un accord pour mettre justement une question sur les pathologies existantes, en plus de la franchise 90 jours que vous avez évoquée tout à l'heure? Alors, à la sortie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en gros, il peut y aurait des contrats qui font la sélection à la sortie. Mais bon, si on met ça à part, je crois que après, tous les contrats, là, Jean, tu le sais encore mieux que moi, sont différents. Il peut y avoir plus ou moins d'exclusions à l'entrée dans ces contrats et qui font que on peut avoir un niveau de garantie en réalité qui est plus ou moins mité. Voilà. Mais par rapport à est-ce que demain il y aura encore plus d'exclusions pour des gens qui n'avaient pas de sélection médicale à l'entrée? C'est peut-être finalement le sens de votre question. Peut-être, mais quand on voit certains contrats individuels, c'est vrai que ça sera difficile d'aller au-delà de ce qui est déjà fait. Oui, dans les contrats qu'on a vus, qu'on suit dans le marché, il y en a certains qui ont été très larges dans la discussion de pathologie antérieure. Et donc là, on s'interroge beaucoup de ce qui peut réellement être fait au moment de l'échantillonniste sans éviter des conflits graves. Et d'autres qui ont fait des choix, je ne sais pas si c'est moins critiquable, mais des choix d'exclure seulement certaines pathologies. Par exemple, des maladies chroniques. Donc il y a un acteur du marché, entre autres, qui a fait ça. Là aussi, la question vraiment se pose de savoir si au moment du sinistre, ça sera réellement opposable. Une des pratiques qu'on a beaucoup entendues à nos débats, parce qu'on a eu pas mal de juristes en face de nous, de compagnies d'assurance, on a eu une attitude assez fréquente de juristes qui disaient « c'est pour faire peur ». Mais ça ne sera pas appliqué. Oui, mais c'est écrit. Mais c'est écrit. Et ça permet éventuellement de résister. C'est un argument qui est terrible, celui-là, en termes de réputation, en termes de... Enfin, pour les gestionnaires sinistres, ça met les gestionnaires sinistres dans une situation juste insupportable. Donc, nous, on a voulu l'éviter, en tout cas. Certains l'ont fait, on va voir. Heureusement que certains l'ont fait, donc comme ça, on aura de la jurisprudence, ce sera bien. Je peux me permettre une deuxième question, une toute petite. C'est par rapport à vous, banque assureur, en fait. Par rapport à la sélection, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sélection financière par rapport à lorsque vous avez les bulletins mensuels des relevés bancaires? Par exemple, le nombre de virements Amélie que vous voyez, en plus du fait qu'il y ait un salaire tous les mois? Alors ça, c'est on pense toujours que les banquiers... Ouais, c'est ce qu'on pense. Mais utilisent tous les jours vos données bancaires pour faire... Si c'était le cas, il n'y aurait plus de marché. Moi, je vous assure... Ouais. Si on utilisait les données bancaires, en termes d'assurance, il n'y aurait plus de marché. Parce qu'effectivement, on serait capable de tout détecter. Donc, de détecter l'AMRH, le fournisseur, le prix, etc. Donc, il n'y a plus de marché. Je ne dis pas que ce n'est pas des réflexions en cours. Mais une fois de plus, elles ne sont pas que chez les banques assureurs. Je vous rappelle qu'il y a une réglementation qui s'appelle DSP2, avec des acteurs qui sont agréés sur le sujet, qui ont accès aux mêmes données que les banques maintenant, et qui peuvent les utiliser aussi. Donc il y a un gros sujet RGPD, c'est surtout la finalité qui va poser problème, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'à des fins de sélection, ce n'est même pas la peine d'y penser. Utiliser une donnée bancaire pour aller repérer qu'il y a une pension d'invalidité, un virement de la CAF ou autre, etc. Si c'est à des fins de sélection, c'est impossible. Et on n'ira jamais. Je pense qu'il faut... Le sujet de données bancaires, c'est plus... ça pose ce type de sujet-là. Je peux vous dire qu'il y a des immenses... En tout cas, chez nous, dans le groupe, j'ai été patron du Data Lab, donc je sais ce que c'est. Il y a d'immenses discussions, il y a d'immenses contraintes, et il y a beaucoup plus de vents contraires que de vents favorables. Donc rassurez-vous, le banquier ne passe pas son temps à regarder ce que vous avez dans vos écritures carte bleue, mais peut-être que ce sera l'avenir de demain. Mais une fois avec DSP2, le sujet peut venir de l'extérieur. Mais rassurez-vous, et ce sera souvent plus simple d'ailleurs de l'extérieur que du côté interne. Rassurez-vous, il existe au moins un banque assureur de la place qui réfléchit à une sélection via réseaux sociaux. D'accord. J'ai juste un complément de question, c'est jusqu'où un assureur, un banque assureur peut utiliser les données comportementales. Par exemple, quelqu'un qui partage qu'il a un abonnement dans une salle sportive ou ses exploits, qu'il a participé à un marathon. Est-ce que ça ne peut pas être perçu comme une sélection médicale implicite? On en revient au sujet de la finalité. C'est-à-dire que si tu utilises cette donnée-là pour avoir la possibilité de ne pas accepter l'adhésion, pour moi, c'est mort.
Pour moi, la seule finalité que je vois, c'est pour faire, par exemple, un discount tarifaire, quelque chose comme ça, quelque chose de positif. Et encore, il y a comme le sujet du recueil du consentement, etc. ou autre. Mais pour une question de sélection, je pense que... on s'est heurté à ça. Hein, il n'y avait pas que les sports, il y avait quoi d'autre ? Il y avait plein de sujets de ce type-là. Et c'est ce qu'on disait. À ce stade, les questions posées vont être les mêmes. Je répète, il y en a qui réfléchissent réellement à l'idée de demander des logins mots de passe des comptes Facebook ou LinkedIn ou autres, des réseaux sociaux, pour faire une analyse du profil de la personne afin de lui proposer les meilleures offres. Ça, en politique sinistre, c'est utilisé depuis longtemps. Hein. Oui, mais là, c'est en demandant aux clients l'adhésion. Donc, il y en a qui font déjà des modèles là-dessus. Alors, après, on n'est pas en phase de commercialisation, et c'est juste des phases d'études, mais ça existe. Mais on va y arriver. Moi, je veux dire, on n'a pas parlé des niveaux d'impact parce que je ne voulais pas en parler parce que je pense que chaque calcul doit être propre à chaque portefeuille. Mais les niveaux d'impact sont quand même assez conséquents. Moi, je veux dire, là, on est quand même en train de parler d'une réduction de valeur assez conséquente pour les acteurs. Donc forcément, on va tous réfléchir aux moyens de compenser. C'est normal. Je pense qu'à court terme, il y avait tellement de travail à faire, d'adaptation. Une fois de plus, il y a les travaux informatiques, il y a les travaux informatiques chez le prêteur, il y a les offres, il y avait trop de choses à faire sur un délai trop court. Mais que dans les 2 à 3 ans à venir, il y ait des nouvelles modalités de sélection qui apparaissent sur ce marché-là, ça me paraîtrait assez normal. Donc on y réfléchit. Je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux, ce soit vraiment la bonne option sur l'adhésion. Bon, je vais y réfléchir, je ne l'avais pas dans le scope.